Un enseignant sans domicile fixe à Taluène, en pays amérindien. Les parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'établissement scolaire et réclament pour cet enseignant un logement décent. Nous y reviendrons. Le Congrès des élus de Guyane n'a pas réussi à fixer une date pour les débuts des États généraux. Ceci devrait permettre d'élaborer un projet Guyane. Le compte-rendu de ce congrès à suivre dans ce journal. Enfin, la deuxième édition des Hobbies de la Comté, c'était toute la journée de samedi au Papadilo. Rock, danse, conte et artisanat. Un festival familial à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information locale et régionale. À la une ce soir, les parents d'élèves de Taluène à Maripasoula dénoncent les conditions de vie et de travail d'un enseignant de l'école du village. Ce matin, ils ont barré l'entrée de l'établissement en signe de protestation. Pour le syndicat UNSA Éducation, les enseignants sur les sites isolés devraient pouvoir bénéficier d'un logement décent. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot. Le regard d'Emmanuel Octavie est grave. Ces photos, reçues sur son téléphone depuis ce matin, montrent les parents d'élèves de Taluène barrés de l'entrée de l'établissement scolaire de la commune. Un mouvement de ras-le-bol qui prend sa source dans la situation d'un des professeurs affectés sur place. Celui-ci est sans logement et obligé de dormir dans un hamac installé à la place des fêtes de la ville. Le collègue est dans un hamac, sans eau, sans électricité, sans endroit pour pouvoir vivre décemment. On a 6 enseignants nommés sur place et 4 logements disponibles. Et depuis la rentrée, on a un collègue qui est sans domicile fixe, qui n'a pas de logement et qui se retrouve à dormir au jour d'aujourd'hui, puisqu'il habitait chez l'habitant, sur la place des fêtes de Taluène. L'enseignant volontaire sur le poste depuis 6 ans déjà habitait à Atouenké, un village voisin. Son habitation a été détruite pour cause d'insalubrité. Celle-ci devait être reconstruite à Taluène pour la rentrée 2017, mais rien ne s'est fait. Un problème de plus pour les habitants. La réaction de ras-le-bol des parents d'élèves est due à un trop-plein de problèmes non résolus. Il y a d'énormes problèmes au niveau sanitaire. Pas d'eau dans les logements. Problème de fientes de chauves-souris, des collègues qui se font pisser par des chauves-souris continuellement. Problème de puces, de tiques. Ils ont affecté 6 enseignants alors qu'ils savaient qu'il n'y avait que 4 logements de disponibles. On ne peut pas envoyer quelqu'un travailler sur un site et il n'a pas le minimum. Donc il y a une véritable mise en danger de la vie d'autrui. On exige que le recteur ainsi que tous ses partenaires institutionnels concernés puissent prendre les mesures pour que cette situation-là cesse. Pour le syndicat UNSA, il est temps de répondre aux besoins de Taluène. Il demande aussi que l'enseignant soit pris en charge et évacué en attente de la construction de son logement. 2 lycées supplémentaires pour la rentrée 2020 à Macoria et à Saint-Georges de l'Oyapock, un investissement de 45 millions d'euros. Ce matin, une convention a été signée entre les bailleurs sociaux, Simco, Semsamar et la collectivité territoriale. Un accord dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement. Claude Plénette, vice-président chargé de l'éducation, était au micro de Galwassim. En tout cas, les signatures de ce matin sont symboliques puisqu'elles représentent une attente de la population, de Macoria dans un premier temps et de Saint-Georges dans un deuxième temps. Ce sont de gros investissements qui seront réalisés par la CTG sur un laps de temps réduit. Tout cela pour le bien-être de nos jeunes lycéens. Alors les débuts de travaux vont commencer pour le terrassement dès la fin de l'année. Et sinon ensuite après les travaux vont durer en gros je pense 1 an et demi parce qu'on va essayer de réduire les délais autant que faire se peut. Les bailleurs sociaux, c'est important de les associer à ce type de construction. Je parlais pour Macoria, ça sera la Simco. Pour Saint-Georges, ça sera la Semsamar. Ce sont 2 entreprises implantées en Guyane qui font travailler justement le tissu économique guyanais. C'est important de les associer à ces démarches. Politique à présent, je vous le disais en titre, ce samedi, le Congrès des élus de Guyane n'a pas permis de fixer une date pour le début des consultations des États généraux prévues pour durer 6 mois. À l'ouverture du Congrès, certains élus affichaient déjà leur scepticisme. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. Pendant 5 heures, l'inquiétude est revenue sous diverses formes au cours de ce congrès. Apportera-t-il davantage que tous les autres organisés auparavant ? 1998, 1999, congrès de 2001, fondateur du débat autour de l'évolution statutaire, 2009 et maintenant le premier congrès de l'ère de la collectivité unique. Je ne me fais pas d'illusions, le chemin est encore long. Mais si ces documents puissent servir de base et de témoignage à tout ce qui s'est passé
pour mieux construire l'avenir, je m'en réjouirai. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne va rien inventer. Il faut simplement prendre ce qui a été fait et puis les adapter, les mettre au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils deviennent des documents de l'actualité de 2017. J'espère que cette fois, on franchira une étape et qu'on ne fera pas comme, je l'ai dit dans ma déclaration, j'ai cité Lénine, un pas en avant, deux pas en arrière. S'il y a eu plein de congrès, que les constats on les fait déjà depuis des années, ben pourquoi ça n'aboutit pas et pourquoi celui-là aboutirait à quelque chose si tous les autres n'ont mené à rien. Mais le collectif pour la Guyane décollée a proposé une résolution envisageant cette éventualité. Pour le député Lénaïque Adam, cette résolution n'a pas respecté les procédures juridiques prévues par le législateur dans le cadre du Congrès des élus de Guyane. Si on avait travaillé sur ce document-là, c'est louable, c'est normal, il faut qu'on discute de l'évolution statutaire, mais je dis tout simplement que quand on veut discuter de l'évolution statutaire, il faut respecter la représentation démocratique qui est investie, parce que demain, ça peut être eux qui dirigent, qui gouvernent, je ne crois pas qu'ils aimeraient qu'on procède de la sorte, parce que chacun a sa légitimité et représente une institution. Ce n'est pas les personnes qui comptent, ce n'est pas du tout important, c'est les institutions qu'il faut respecter. Pour le maire de Macouria, l'immigration clandestine est un préalable à toute discussion pour le projet Guyane. C'est un préalable. C'est un préalable. Nous savons très bien que ce qu'apporte l'immigration clandestine sur le territoire, avec tous les désordres possibles et inimaginables. On parle de repaillage, on parle de délinquance, on parle de plein de choses. Et surtout, pour que quelqu'un puisse être digne dans cette société, il faut qu'il ait un logement. Un logement qui soit digne justement donc de son statut. La République a bien dit, si mes souvenirs sont exacts, qu'il faut pouvoir loger et donner un travail à tous. Loger tous, loger tout le monde et surtout donc amener cette sécurité par le biais justement donc de ce contrôle de cette fameuse immigration clandestine. Ce samedi, les élus de Guyane ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le début des consultations pour les États généraux. Ceci devrait permettre de rédiger le projet Guyane qui fixera les ambitions du territoire dans tous les domaines. Et notre invité ce soir est Stanislas Alfonsi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes secrétaire général adjoint plutôt de la préfecture de Guyane. Que fait la préfecture en ce moment concernant l'immigration clandestine? L'immigration, telle que la question traverse aujourd'hui la société guyanaise, c'est principalement la question de l'asile. C'est une question sérieuse, une question profonde. Les Guyanais s'interrogent sur cette question et sur les réponses que nous y apportons. Les axes qui soutiennent notre réponse sont au nombre de 3. D'une part, la fermeté de la réponse. On adjoint souvent l'adjectif clandestin à l'immigration, mais toute immigration n'est pas clandestine. Cette fermeté se traduit notamment au travers des reconduites à la frontière que nous prononçons et que nous exécutons au nombre de 5 000. Nous prononçons chaque année 5 000 obligations de quitter le territoire qui sont exécutées. L'asile, c'est une demande et c'est très très souvent ici un refus, c'est-à-dire qu'à 96%, ces demandes sont refusées, donc la fermeté de l'État ne se dément pas. Et puis également, c'est sur un plan technique le placement en procédure accélérée de nombre de ces demandes, ce qui permet notamment de ne pas verser d'allocations et de faire baisser l'attractivité de ce territoire qu'est la Guyane. Le deuxième axe, à côté de la fermeté, c'est la nécessaire humanité. Nous agissons dans un cadre qui est celui du droit d'asile. C'est un des droits les plus importants de notre cadre juridique international. C'est un droit qui est très très ancien et qu'il nous appartient de protéger. L'évaluation de ces demandeurs d'asile se fonde sur un certain nombre de critères, tout simplement pour les protéger de l'arbitraire. Cette humanité, dans le rapport au droit d'asile, est quelque chose d'indispensable qui fait le pendant de la fermeté que j'évoquais. Et puis le troisième axe, c'est la responsabilité. Nous avons ce constat d'une pression migratoire, nous nous efforçons d'y répondre. Nous sommes en échange constant avec notre administration centrale et cette responsabilité nous pousse à inventer de nouvelles solutions, ou en tout cas à proposer de nouvelles solutions, des adaptations locales, notamment sur 2 axes. D'une part, la réduction des délais de traitement des demandes d'asile, mais également des campagnes d'information à l'endroit des demandeurs pour leur faire comprendre qu'on peut les aider et également les aider à rentrer chez eux si jamais ils le désirent. Une des particularités de la Guyane, c'est quand même des frontières assez poreuses. Les fleuves, la forêt sont généralement
facilite cette immigration à travers les frontières. Est-ce que la France aujourd'hui a les moyens de pouvoir juguler cette immigration sur le territoire guyanais? L'essentiel de l'immigration actuellement, c'est la demande d'asile. Or, tout demandeur qui se présente à une frontière, si bien gardée soit-elle, a le droit de voir sa demande examinée. Donc en fait, la nature des frontières de la Guyane aujourd'hui ne change rien à ce qu'est l'asile et ne change rien à ce flux. On mettrait des barbelés tout autour de la Guyane, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, que ce soit bien clair. Ça ne changerait rien au fait qu'un demandeur d'asile doit voir sa situation examinée. Alors, le réseau Éducation sans frontières a déposé une requête auprès de la préfecture pour faire en sorte que les demandeurs d'asile, ou en tout cas les immigrés qui sont ici pour apprendre, qui sont à l'école, qui sont inscrits dans un collège, dans un lycée, puissent continuer leur éducation. Aujourd'hui, où en est cette requête auprès de la préfecture? La société guyanaise est traversée de paradoxes. Il y a d'une part certaines de ses composantes qui disent qu'on accueille trop, qu'il faut suspendre l'asile, ce qui sur un plan juridique est impossible, que ce soit bien clair. Mais bon, tout le monde ne le sait peut-être pas. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut accueillir davantage, aux besoins de façon plus large, plus généreuse. Nous nous efforçons, nous, de nous cadrer sur un plan juridique avec des critères qui préservent chacun de l'arbitraire. Lorsque des cas comme ceux que vous venez d'évoquer nous sont soumis, nous les évaluons au regard, à l'aune, des règles qui sont celles du droit au séjour, tout simplement. Et lorsque des jeunes gens ont une vie privée et familiale, des gens plus ou moins jeunes, d'ailleurs je dis des jeunes gens pour répondre à votre question sur les élèves, ont une vie privée et familiale qui est établie, eh bien il y a des possibilités de régularisation. Ensuite, on a eu quand même 2 cas d'obligation de quitter le territoire récemment, 2-3 cas depuis le début de l'année. Je ne commenterai pas de cas d'espèce, mais s'il s'agit par exemple de jeunes gens, et il me semble qu'on était un petit peu dans ce cadre-là, majeurs, arrivés récemment sur le territoire, eh bien la nécessaire fermeté de notre réponse a fait que, de toute façon, étant donné qu'ils ne remplissaient pas les critères, eh bien, ils ont été soumis au même droit que les autres. Quelqu'un qui est majeur et qui vient d'arriver sur le territoire ou qui est arrivé il y a quelques mois ne justifie pas d'un droit particulier au séjour uniquement parce qu'il est inscrit dans un lycée ou dans un établissement d'enseignement secondaire. Le regroupement familial fait partie, 40% des personnes qui font une demande d'asile, 40% d'entre eux sont là pour un regroupement familial. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté auprès de la préfecture dans ce type de cas? Alors, pour les demandeurs d'asile, aujourd'hui, si on prend le cas des demandeurs d'asile qui bénéficient de l'allocation, à 90% d'entre eux, 87% exactement, ils sont isolés, ce sont des personnes sans enfants. Ensuite, il y a des migrants, il y a des immigrés qui sont en situation régulière et qui demandent que leur situation familiale soit examinée. Eh bien, elle est examinée toujours au regard du droit en vigueur. On a le droit à une vie privée et familiale stable. Les intérêts des enfants, les intérêts des familles sont pris en compte. Et lorsqu'un certain nombre de critères sont remplis, la régularisation est accordée tout simplement. Le 5 septembre dernier, Emmanuel Macron rencontrait le collège des préfets, c'était à Paris, et donc il parlait de sa politique d'immigration plus ferme et une refondation complète de cette politique. En Guyane, des mesures sont déjà prises, quelles sont-elles? Alors justement, pour faire écho à ce discours du président de la République qui date du 27 juillet devant les préfets, effectivement, le président a fait des annonces fortes, notamment sur l'asile, sur la réduction des délais de traitement des demandes d'asile. Il y a en fait 2 familles de délais dans ce traitement. Pardonnez-moi d'être un tout petit peu technique, mais il y a une partie administrative dont nous avons la charge, et ce traitement administratif précède un traitement au fond, par l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Nous agissons ici en Guyane en particulier sur cette phase administrative. Nous faisons partie d'une expérimentation, il n'y a que 3 régions en France qui sont dans une expérimentation avec le ministère de l'Intérieur pour réduire ces délais. Nous avons déjà obtenu des succès certains. Le but, c'est d'arriver à passer sous la barre fatidique des 6 mois qui constitue l'objectif fixé par le président. La partie administrative fera tout son possible et fera sa part du chemin pour réduire ces délais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Dans le reste de l'actualité, cette prouesse d'un jeune garçon de 10 ans pour soutenir sa mère atteinte du cancer du sein et également pour permettre aux femmes de se dépister. Il a traversé la baie de Fort-de-France avec ses petits bras. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Une arrivée portée par tout un peuple. Christophe, du haut de ses 10 ans, vient d'accomplir un véritable exploit.
Sa motivation, partager la souffrance de sa mère. Ces mots, je veux souffrir pour maman. Pour montrer à maman que moi aussi je peux me faire mal et pour faire passer un message, nous a dépisté le plus tôt possible. Plus on sera dépisté tôt, plus on aura le maximum de chances de guérir. À la fin c'était quand même difficile, vu que j'essayais de faire la course avec mon entraîneur, Julien. Un cri du cœur, un témoignage d'amour d'un fils à sa mère pour inciter au dépistage. Il n'y a pas mieux que cette preuve d'amour et pour pouvoir sensibiliser les gens parce que la maladie arrive à n'importe quel moment. Donc cet amour-là, il faut qu'il y ait ça partout dans toutes les familles. Et c'est important, c'est ce qu'il a fait. Très 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 important. Je suis émue, je ne sais même pas quoi dire, je n'ai pas de mots à exprimer, pour dire ce qu'il a fait là. Je ne peux vraiment pas dire exactement. C'est extraordinaire. 6 km de nage ralliant Lens-Mitan à la plage de la Française à Fort-de-France. L'idée lui vient en mai. Après avoir accompagné Gilles Rondy à l'occasion de sa traversée Martinique-Sainte-Lucie, une idée un peu folle qui a nécessité 2 mois de préparation. Les premiers entraînements, c'était Lens-Mitan jusqu'à Lens-du-Four, jusqu'à Lens-Alane d'abord. Après, on a été à Lens-Noir, progressivement à Lens-du-Four, pour arriver à Grand'Anse, qui est une traversée de 8,5 km. Donc, il était bien préparé pour la traversée de la baie. Nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir réalisé une telle performance. Je ne crois pas qu'un enfant de 10 ans ait réalisé cette distance. Pas moins de 3,6 km/h de moyenne, brasse après brasse, mètre après mètre, Christophe, accompagné par ses amis du club, brave les éléments. Une détermination qui force le respect des petits et des grands, venus en nombre supporter le garçonnet. Je voudrais lui dire bravo, t'es courageux, parce que c'est pas tout le monde qui fera ça. Voir qu'il est arrivé aussi calme, serein, donc ça montre vraiment sa détermination. Je n'ai pu me retenir, vraiment j'étais en larmes. Je suis encore angoissée. J'ai voulu sensibiliser aussi mes filles à son action, montrer qu'avec un peu d'amour, avec beaucoup d'amour, qu'on pouvait relever beaucoup de défis. L'initiative de Christophe permet aussi de mettre en lumière cette maladie restée trop longtemps taboue. Il faut qu'on en parle, il faut que la jeunesse, il faut que les jeunes, les tout petits soient sensibilisés au cancer pour pour que la population puisse répondre positivement aux campagnes de dépistage du cancer du sein. Nous sommes en octobre, mais aussi du colorectal et du col de l'utérus. Près de 1500 personnes sont concernées chaque année par le fléau cancer. 250 femmes par celui du cancer du sein. Un mois après l'ouragan Irma, les Pays-Bas et les France se rallient pour rebâtir l'île dévastée. Le délégué interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin s'est entretenu ce lundi après-midi à Paris avec son homologue néerlandais. Ils se sont accordés sur des politiques migratoires et économiques et sur la nécessité d'un aéroport en commun. Nous avons suivi pendant une journée Philippe Gustin, cet ancien instituteur et en poste comme délégué interministériel depuis 2 semaines. Regardez ce reportage de Solène Boissé. Oh, allez Richard, comment vas-tu ? Au boulot. Officiellement, la phase d'urgence est terminée. Mais pour Philippe Gustin, la gestion d'après Irma, c'est 24 heures sur 24. Il est 9h30 et c'est déjà sa 2e réunion de la journée. À 57 ans, Philippe Gustin est un passionné. Si bien que l'ancien ambassadeur de Roumanie ne se ménage pas une seconde entre ses déplacements fréquents entre les îles et l'Hexagone. Quand je suis à Saint-Martin ou quand je suis ici, je n'intègre absolument pas le décalage horaire. C'est-à-dire je dois avoir les journées pleines pour pouvoir communiquer à la fois à Saint-Martin quand le jour y est levé et idem ici. Donc concrètement, ça fait en général des journées qui commencent à 3 h du matin et qui finissent à minuit quand tout va bien, quoi. De longues journées avec un timing très serré. Philippe Gustin n'a que 15 minutes pour faire un point avec son équipe. La lettre mission inspection générale IGF sur machin, tu la suis comme le lait sur le feu. Ouais. On s'est vu combien de fois dans ce format-là ? 2 fois ? 3 fois, 3-4 fois, voilà. Donc c'est très. Voilà, il faut faire en un temps record, là, un quart d'heure, faire un petit point. Il faut aller chercher nos amis néerlandais, là. Donc on est à la presse. Allez, on y va. Et c'est sa première réunion avec son homologue néerlandais rattaché au pouvoir central du pays.
Pour Philippe Gustin, la reconstruction doit d'abord être une question de partenariat avec la partie néerlandaise de l'île. Ce que j'espère, c'est qu'on pourra s'entendre sur des questions de réseau. Il est plus facile de mettre en place sur un territoire la gestion des déchets, qui est toujours problématique dans une île pour 60 000 personnes que pour 30 000 personnes. Bonjour. Le délégué se rendra ce mardi sur le terrain à Saint-Martin. Il restera jusqu'au 25 octobre et rendra un rapport à la suite de la visite du Premier ministre le 6 novembre prochain. Sécurité intérieure à présent, avec des gestes de premier secours et une désincarcération d'une victime prise au piège dans une voiture accidentée. Des simulations que les visiteurs ont pu voir ce samedi au centre commercial de Matoury lors de cette dernière journée dédiée à la sécurité intérieure. Regardez ce reportage de Stéphane Govinda. Les pompiers de Guyane représentent une force importante en matière de sécurité. La Guyane compte pas loin de 900 pompiers, dont 215 pompiers professionnels. Cette journée d'information clôture une campagne de sensibilisation ouverte sur un plus large public. Toute cette semaine, nous sommes passés dans différents établissements scolaires de l'agglomération cayennaise et de Kourou, en collaboration avec l'IDSR et d'autres forces de la sécurité intérieure, pour sensibiliser les jeunes sur les dangers des accidents et notamment les mesures préventives qu'ils peuvent prendre, notamment le port du casque en scooter ou à vélo, qui est obligatoire chez les moins de 12 ans, mais également le port de la ceinture de sécurité et adopter une attitude prudente lorsqu'ils circulent sur la voie publique. Avec un nombre d'interventions en légère augmentation en 2015 et en 2016, à ce jour, on compte plus de 13 000 interventions, dont 10% sont dues à des accidents de la circulation. On a un très bon retour du public avec de nombreuses personnes qui viennent pour voir les différents ateliers que nous présentons et notamment le jeune public qui est très intéressé par nos différents exercices. D'ailleurs, derrière moi, il y a un exercice de désincarcération de véhicules qui a attiré pas mal de monde. Donc l'objectif de cette journée, c'est de présenter notre profession, mais également de pouvoir peut-être créer des vocations chez les jeunes ou les moins jeunes, pour peut-être devenir plus tard pompier volontaire ou pompier professionnel pour le SDIS de la Guyane. Dans les accidents, dans la majorité des cas, on dira que c'est une erreur humaine qui est en cause. Donc c'est souvent soit une conduite à risque ou bien un manque d'attention sur la circulation routière. Et dans la quasi-totalité des cas, c'est l'humain qui est en cause. Et s'il y avait plus d'attention lors de la circulation routière, il y aurait moins d'accidents. Une augmentation des accidents due au mauvais comportement des usagers, mais aussi à une démographie croissante de la population. Vous connaissiez sans doute les Hobbies de la Comté, issus du célèbre roman de Tolkien adapté au cinéma, mais avez-vous déjà entendu parler des Hobbies de la Comté? C'est un festival organisé par un groupe d'amis férus de musique qui vivent au bord de cet affluent du fleuve Matoury. Rock, danse afro-contemporaine, mais aussi contes et sensibilisation aux enjeux environnementaux de la Montagne d'Or, par exemple. Pour cette deuxième édition, 500 personnes ont fait le déplacement du Papadilo. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. Ce week-end, au bord de la Comté, se tenait la deuxième édition du festival Les Hobbies de la Comté. Un festival de musique organisé par l'association Comptez sur nous, qui regroupe des habitants de la région. C'était parti d'une histoire de potes, où à la base, voilà, on se regroupe ensemble dans le quartier à la Comté pour faire de la musique. Et petit à petit, on a eu une idée vu le matériel qu'on avait, pourquoi pas exporter ça et un peu l'amplifier. Et créer quelque chose dans le coin alors qu'il n'y avait pas grand chose justement sur la Nationale 2. L'esprit est un esprit assez familial, amical, d'une bande de potes à la base, comme je disais tout à l'heure. Du coup on va la porter que ça, en travaillant du cœur et pas spécialement en cherchant de monter, de prendre des grands groupes ou quoi qu'il y a quand même des grands groupes qui viennent aussi, des bons groupes. Mais voilà, on essaye plus dans un esprit de partage. Sur place, plusieurs stands d'artisanat local ainsi qu'un espace enfant ont été installés pour accueillir le public. Le collectif Hors de Question était présent pour sensibiliser les festivaliers sur le projet Montagne d'Or. Au départ, j'étais venue, le groupe, là, l'année dernière, quand j'ai commencé dans Hors de Question, j'étais venue leur dire, mais alors pourquoi vous n'êtes pas Hors de Question et tout? Mais ils m'ont dit, mais nous on vit, nous on démontre qu'il y a un autre développement possible, on n'a pas besoin d'aller militer et tout, c'est ce qu'on fait tous les jours en fait. Voilà, c'est ça les hobbies. 12 groupes de musique se sont succédés sur scène avec un programme allant du reggae au growl, un style de musique métal.
C'est un style de musique et un style de chant où on n'a pas le choix, on est obligé de tout donner tout le temps. Et moi ça me va, c'est ce qui colle à ma façon d'être. Et on met nos tripes sur la table, c'est nos compositions. Et voilà, on est content de l'accueil du public et de ce festival qui est vraiment super bien organisé. Les groupes ont joué jusqu'au bout de la nuit et espèrent pouvoir revenir l'année prochaine avec encore plus de visiteurs. Nous voici arrivés à la fin de ces tranches d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Un enseignant sans domicile fixe à Taluyen, en pays amérindien. Les parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'établissement scolaire et réclament pour cet enseignant un logement décent. Le Congrès des élus de Guyane n'a pas réussi à fixer une date pour le début des États généraux. Ceci devrait permettre d'élaborer un projet Guyane. Nous vous faisions le compte rendu de ce congrès dans ce journal. Enfin, la deuxième édition des Hobbies de la Comté, c'était toute la journée de samedi au Papadillo. Rock, danse, conte et artisanat, un festival familial que vous découvriez dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.